Bienvenue à Planète Terre, une nouvelle saison qui commence. Merci d'être là avec nous. Nous allons vous présenter pendant cette saison une série d'entrevues fort intéressantes, notamment au sujet de l'environnement. Comme vous le savez, en décembre, à Copenhague, les pays du monde vont se rencontrer pour essayer de négocier un nouvel accord post-Kyoto pour tenter de freiner le développement des gaz à effet de serre et donc des changements climatiques. Donc, pendant la saison jusqu'à Copenhague, nous allons vous présenter un certain nombre d'entrevues sur des questions reliées à l'environnement, la biodiversité, le charbon, et cela vous permettra de mieux comprendre les enjeux, la négociation et, espérons-le, la conclusion d'un traité à Copenhague. Alors aujourd'hui, nous commençons, mais d'abord, l'état de santé d'Obama. Alors, comme vous le savez, aux États-Unis, le débat sur la réforme de la santé fait rage. La question est posée d'un échec possible de cette tentative de réforme par le président Obama. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on veut réformer et quelles sont les chances de succès de la réforme? Nous en discutons avec Antonia Maioni, une des grandes expertes des questions de santé au Canada et aux États-Unis. Elle est chercheure associée à la chaire d'études politiques et économiques américaines du Cerium et les professeurs à McGill. Ensuite, donc, dans cette série vers Copenhague, nous commençons avec Nicolas Notaro. Il est le chef négociateur de la Commission européenne aux négociations multilatérales, donc sur le changement climatique. Il va nous donner sa lecture de la situation et les enjeux de cette grande négociation. Ça nous permettra de mettre la table pour les entrevues à venir. Et finalement, nous allons parler d'énergie. Est-ce que l'indépendance énergétique serait un bon choix pour le Québec? C'est un livre de Normand Mousseau qu'a lu pour nous Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur au HEC, spécialiste de l'énergie. Il va nous dire, en fin d'émission, ce qu'il en pense. Alors, dans quelques instants, derrière le bruit causé par la réforme de la santé de Barack Obama. La santé d'Obama, c'est ce dont on va discuter maintenant avec une invitée de marque, Antonia Maioni. Merci d'être avec nous. Bonjour. Antonia, vous êtes une des expertes les plus citées au Canada sur non seulement le système de santé canadien, mais la comparaison avec le système de santé américain. C'est d'ailleurs le sujet d'un de vos principaux ouvrages, Parting at the Crossroads, The Emergence of Health Insurance in the US and Canada. On pourrait traduire, traduisez pour moi. Bon, c'est un peu la question de comment les États-Unis et le Canada ont divergé dans leur vision et aussi comment ils ont abouti à la réforme de la santé de façon très différente. Avoir un système d'assurance publique au Canada et un système qui est plutôt assurance privée aux États-Unis. Aux États-Unis. Bon, donc, vous avez bien étudié la source de cette divergence importante, les États-Unis étant un des seuls, ou sinon le seul pays occidental à ne pas avoir un système public avec une couverture complète pour ses citoyens. Alors, vous êtes directrice de l'Institut d'études canadiennes de McGill, un institut qui est très connu et qui organise une grande conférence chaque année. Cette année, c'est sur l'eau. Le Cerium est heureux d'y participer, de s'y associer de différentes façons au cours des années. Vous êtes bien sûr professeur de sciences politiques à McGill. Et pour nous ici au Cerium, vous êtes chercheur associé à la chaire d'études politiques et économiques américaines du Cerium. Bon, alors, le débat américain sur la santé est, comme tous les grands débats américains, d'une extrême complexité. Vous êtes ici pour essayer d'aligner un certain nombre de faits dans nos têtes, dans les têtes de nos auditeurs. Alors, dites-nous d'abord, quels sont les grands éléments qu'il faut changer dans le système américain? Pourquoi faut-il le réformer? Le système de santé américain est dans une situation perpétuelle de réforme, si on peut dire, parce que depuis une génération maintenant, il y a un double défi dans le système, c'est-à-dire le défi de l'accès aux soins de santé et le défi des coûts qui sont, si on compare avec n'importe quel autre pays industrialisé, exorbitants. C'est à peu près le double, donc il coûte le double aux États-Unis que la moyenne des autres pays. Si on regarde per capita, c'est le double. Si on regarde par contre la question de pourcentage de produit national brut, on voit qu'aux États-Unis, on est rendu à 15-16 % du PIB, tandis qu'au Canada, c'est plus 9-10 % Donc, juste pour vous donner une idée la part de la richesse américaine consacrée à la santé pour des résultats qui, eux, sont pas meilleurs qu'au Canada ni dans les autres pays industrialisés et que certains vont dire qu'ils sont pires. Et une des raisons qu'ils sont pires, c'est que c'est pas tout le monde aux États-Unis qui a un accès garanti aux soins de service. Puisqu'aux États-Unis, on n'a pas ce qu'on appelle une couverture universelle.
On a, par contre, la responsabilité de l'individu de s'assurer, et la plupart de ces individus américains s'assurent par le moyen de leur employeur. Donc, les employeurs offrent la couverture, bénéfices, les assurances santé. Donc, lorsqu'on perd son emploi, on perd sa couverture. On a le risque de perdre sa couverture. Si on est sans emploi aussi, on n'a pas de couverture. Les seules personnes qui ont une garantie d'accès sont les gens qui sont couverts par des programmes publics, et c'est restreint aux plus démunis, donc les gens qui qualifient pour le welfare par le biais de Medicaid, et aussi les gens qui ont 65 ans et plus, qui reçoivent déjà le Social Security, ou les gens qui sont handicapés. Donc, c'est les seules personnes, les seuls groupes, si on veut, qui sont pris en charge par l'État, en partie parce qu'ils sont à l'extérieur du marché du travail, et donc ils ne peuvent pas s'assurer par le biais de leur employeur ou en achetant de l'assurance eux-mêmes. Et donc, ce qui signifie qu'il y a déjà aux États-Unis un système public d'assurance maladie très important, puisqu'il couvre les plus démunis et les retraités. Donc, globalement, il y a quoi? À peu près 45 millions d'Américains qui ne sont pas couverts ni par leur employeur, ni par le Medicare, ni par le Medicaid, et qui sont sans couverture médicale. Qu'est-ce qui se passe avec eux lorsqu'ils sont malades? Oui, alors pour ces 45 millions, qui sont à peu près 15 % de la population, donc ce n'est pas un nombre insignifiant, c'est très difficile pour eux d'avoir accès aux soins. Il y a une loi en place aux États-Unis qui demande à tous les hôpitaux qui ont des salles d'urgence de quand même stabiliser n'importe quel patient qui arrive. Et ils sont obligés par la loi fédérale de le faire. Or, stabiliser, ça ne veut pas dire soigner, d'un part, et d'autre part, ça coûte très cher aux hôpitaux. Donc, ces coûts-là sont réabsorbés dans le système, ce qui fait grimper davantage les coûts du système de santé. Mais qu'est-ce qui fait qu'à résultat moindre ou équivalent, on paie 2 fois plus par personne que les autres pays? Où va cet argent supplémentaire? L'argent supplémentaire va pour payer des soins qui coûtent plus cher. Donc, les médecins sont rémunérés d'une façon beaucoup plus importante qu'au Canada, par exemple, aux États-Unis. Les hôpitaux coûtent plus cher, surtout les hôpitaux qui sont privés et donc qui ont ils font un profit. Donc, comme le système est profit-driven, ça va coûter plus cher. Et il y a aussi les coûts administratifs, parce que c'est un système où on appelle ça un multi-payer system, donc il y a plusieurs système d'assurance, si on veut, l'assurance publique, assurance privée, assurance reliée à l'emploi, etc. Ça veut dire que les coûts administratifs sont très importants et ça aussi, c'est un coût supplémentaire dans le système américain. Alors, donc, la volonté de changer ce système-là, ça fait longtemps qu'on en parle. Richard Nixon avait tendu la main à Ted Kennedy au début des années 70. Ça ne s'était pas fait à ce moment-là. Bill Clinton avait promis une grande réforme en 92. Ça n'a pas fonctionné. Et là, avec Obama, on s'est dit, cette fois-ci, ça va marcher. La situation a changé. Et il est arrivé avec un programme de changement du système de santé. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'il a dit au printemps lorsqu'il a présenté la réforme? Que voulait-il proposer pour ce nouveau système? Barack Obama avait fait de la santé un très important enjeu lors des élections l'an dernier. Donc, dans une situation de récession, dans une situation où les gens ont peur de perdre leur emploi et leur assurance santé, c'est sûr que ça a été un enjeu qui a donné beaucoup d'éclat à la campagne d'Obama dans les derniers jours et aussi dans son vœu de changement, ce qui s'est passé au printemps. Ce que M. Obama veut faire, c'est réformer le système, mais seulement donner les paramètres, donc pas présenter son propre plan. Ça, c'est au contraire de Bill Clinton, qui est arrivé avec un plan de 1300 pages, qui voulait que le Congrès adopte. Bon, ça a été un échec pas mal total. Donc, Obama a dit, au lieu de faire ça, je vous présente ce que j'aimerais voir dans n'importe quel plan de réforme. Ce que M. Obama veut voir, c'est une garantie d'accès. Donc, il veut avoir un moyen par lequel tout citoyen américain, tout résident américain peut avoir accès garanti aux soins de santé. Et pour ce faire, il aimerait qu'on essaie de créer ce qu'il appelle une option publique. Donc, pour les gens qui ne sont pas assurés, qu'il y a une option publique avec laquelle ils peuvent s'inscrire. Donc, ils aient le choix d'aller à une assurance privée ou à une nouvelle assurance publique qui serait ajoutée à Medicare ou Medicaid, mais qui, elle, serait disponible pour n'importe quel citoyen américain. C'est ça. Un peu comme la question de l'assurance médicaments au Québec. Donc, il existe un plan public auquel les gens peuvent s'inscrire. Alors, c'était ça un peu, de donner au moins un choix.
Et puis, il y a l'autre question aussi, si je peux ajouter, du refus de certaines assurances privées de payer des soins à un client qui a une condition médicale préexistante. Alors, ça veut dire, si vous avez eu, avant d'être assuré, vous aviez un problème de hanche, si le problème de hanche s'aggrave, non, je ne le traiterai pas parce que ça existait avant. C'est ça. Donc, il y a la réforme qui est une partie donner une option publique. Il y a la réforme de l'assurance privée même, qui est, juste comme vous dites, de faire en sorte que les gens ne soient pas, qui ne soient pas niés l'accès parce qu'ils ont une condition ou d'autres formes de mettre les bâtons dans les roues. Parce que les assureurs privés, surtout ceux qui font ça à profit, vont chercher n'importe quel moyen de ne pas, justement, payer. Il y a aussi la troisième partie de la réforme, qui est un contrôle de coûts. Donc ça, c'est très important pour l'administration Obama parce qu'on voit que les coûts de la santé sont vraiment exorbitants et que l'État est forcé à payer ces coûts-là pour son système d'assurance publique aussi. Donc, il y a une question de comment on peut ralentir les coûts, comment on peut aussi aider les médecins à mieux faire leur travail, bon, c'est-à-dire de pouvoir peut-être forcer le système de changer le malpractice, donc que les médecins ne soient pas toujours exposés à faire plus parce qu'ils ont peur de se faire poursuivre aussi. Bon, alors ça, c'était les principes et le président Obama a dit au Congrès, une majorité démocrate à la Chambre des représentants, une majorité démocrate au Sénat, proposez-moi maintenant une façon de mettre ça en œuvre. Et il a tendu la main aux républicains, les plus modérés, en disant, ben, j'aimerais même qu'il y ait des républicains qui soient d'accord avec ça. Alors, est-ce que ça a marché? Jusqu'à maintenant, non. Et un des problèmes, c'est que c'est très difficile sur une question sur un enjeu comme la santé, d'avoir ce qu'on appellerait une coalition bipartisane. Parce que c'est un enjeu qui divise, où il y a une nette division partisane entre les démocrates et les républicains. Les démocrates voient la réforme de la santé comme quelque chose d'essentiel. Donc, un peu, c'est le parti qui a essayé, décennie après décennie, d'avoir la réforme de la santé, tandis que les républicains, c'est pas nécessairement qu'ils sont complètement voués au statu quo, mais ils ne veulent pas nécessairement voir que le gouvernement se taille une place plus importante dans le secteur social en général et dans le secteur de la santé en particulier. Donc, ils sont opposés à l'option publique et ils sont opposés à l'option publique aussi en disant, s'il y a une option publique, c'est sûr que ce sera moins cher que les assurances privées et que petit à petit, ça deviendra la seule option. Alors, en un sens, c'est l'argument d'Obama de dire une option publique, justement, va créer de la compétition et va obliger les assureurs privés d'offrir des services de qualité à moindre coût. Mais alors, pourquoi est-ce que cette question de compétition, qui pourtant devrait être une valeur républicaine conservatrice, est-elle si mal perçue? Bien, parce que les républicains donnent ce plan, l'option publique, ils l'accusent, si on veut, d'avoir une façon de faire la réglementation du marché d'une façon qui n'est pas nécessairement libre. Donc, un peu de contourner le principe de libre marché qui est sacro-saint chez les républicains. Il faut dire aussi que c'est un peu une excuse en même temps parce que, comme j'ai dit, les républicains ne veulent pas voir une place plus large, plus grande pour l'État en général. Et donc, c'est un argument politique utilisé à des fins partisanes. Bon, alors évidemment, le débat s'est porté sur le plan politique de façon importante. Et là, on a eu un président américain qui a dû aller devant les Américains pour dire, vous savez, il est faux de penser que je veux euthanasier les grands-mères. Alors, lorsqu'un président américain dit ça, c'est qu'il a perdu la guerre des communications. Alors, éclairez-nous un petit peu sur... Bon, on sait que c'est l'ex-gouverneur d'Alaska, Sarah Palin, qui a dit sur son Facebook qu'elle était opposée au panel de la mort que le projet de loi démocrate voulait créer, ce mot-là n'existe pas, mais il y a quand même, c'est fondé sur une partie du projet de loi qui parle des consultations de fin de vie. Alors, de quoi s'agit-il? C'est pas nécessairement juste les consultations de fin de vie. Ce que Obama propose dans sa grand ménage de la santé, c'est de trouver des façons de soigner les gens plus efficacement. Donc, c'est-à-dire que les médecins devraient être sujets à des normes où ils sont forcés à pratiquer la médecine selon ce qu'on appelle « evidence-based practice ». Donc, qu'est-ce que c'est la meilleure façon d'intervenir selon l'évidence, selon les données, selon les données scientifiques. Et c'est de là de voir, pour les soins de fin de vie, il y a certaines données scientifiques qui nous donnent des pistes de comment on devrait soigner les gens.
Donc, si on veut avoir un système médical, un système de santé qui répond à des critères d'excellence dans les soins et qui sont aussi efficaces selon les coûts, c'est sûr qu'il va falloir prendre ces choses-là en compte. Et je crois que c'est de là le malentendu. Et le projet de loi demandait aux médecins, enfin, récompensait les médecins qui avaient avec leurs clients une discussion sur ce que le client voudrait pour sa fin de vie. Est-ce qu'il veut être branché jusqu'à l'éternité ou débranché? Que cette discussion-là ait lieu, quelle que soit la décision. Et le fait que la discussion ait lieu et qu'un écrit soit produit aurait généré donc un revenu pour le médecin. C'est une façon de l'inciter à faire ça. Alors maintenant, donc ils se sont jetés là-dessus pour dire que c'était de l'euthanasie programmée. Et maintenant, les démocrates ont retiré de leur projet de loi cet élément, alors qu'en communication, le mal est fait. Bon, où est-ce qu'on en est maintenant et où est-ce qu'on s'en va? Je sais qu'il y a des moments, Antonia, où vous étiez plus pessimiste sur la capacité d'avoir cette réforme. Est-ce que, d'après vous, Barack Obama sera un président qui aura une réforme de la santé, et si oui, laquelle? Je pense que ça va être très difficile, mais c'est quand même quelque chose qui va marquer la façon qu'on juge le succès de la première administration de Barack Obama. Et c'est sûr que maintenant, les plans font leur chemin à la Chambre et au Sénat. Et certains appellent à M. Obama de venir un peu à la charge, de prendre ça en charge, de donner une direction à la réforme. Parce que ce qu'il a fait, en prenant les leçons de M. Clinton, c'est dire, au lieu de forcer le Congrès à faire une chose ou l'autre, je donne les pistes, je laisse au Congrès de faire l'accommodation, de trouver leur coalition bipartisane. C'est évident, on se rend compte maintenant, on est devant les faits, que même si Obama est venu au pouvoir, puis les choses ont changé dans la politique américaine, les choses n'ont pas changé dans la politique du Congrès. Et qu'il faut que le président prenne un leadership si un plan de réforme de santé veut voir le jour avant Noël. Mais on a l'impression que l'option publique est morte, que là-dessus, il devra céder parce qu'il n'aura pas les votes de ses propres démocrates. Ce n'est pas la question d'avoir des votes républicains, c'est un certain nombre de ses propres représentants et sénateurs démocrates ne veulent pas voter pour l'option publique. Mais sans l'option publique, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans le plan qu'on propose. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas l'option publique, c'est par quel moyen qu'on va garantir l'accès aux Américains? C'est ça la question qui reste, la question. Là. Alors, s'il enlève l'option publique, il doit proposer une autre façon d'arriver à cette fin-là. Antonia, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours des mois qui viennent, parce que c'est le grand test de la crédibilité, de la capacité de changement du président Obama. Et vous savez, à cette émission, nous avons une tradition. Nous terminons nos entrevues avec une plage musicale du choix de l'invité. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? J'ai choisi la musique des Beach Boys, en me disant que c'est une band américaine, nec plus ultra, si on veut, de la musique américaine, californienne des années 60. Et la chanson que j'ai choisie, c'est « Wouldn't it be nice ». « Wouldn't it be nice » qui veut dire « ce serait bien ». Ce serait bien. Ce serait donc bien. C'est ça. Parce que quand les gens me demandent, comme vous, est-ce qu'on aura de la réforme de la santé cette année aux États-Unis, je réponds « Wouldn't it be nice ». Antonia Maioni, merci beaucoup pour vos réponses, vos explications, vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut d'études canadiennes à McGill et chercheur associé à notre chaire d'études politiques et économiques américaines. Et nous écoutons, grâce à vous, les Beach Boys, la réforme de la santé. Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? No one's gonna make it better. 2 degrés. 2 degrés centigrades de plus, c'est l'augmentation du climat de la planète à partir duquel on entre dans une zone problématique parce que cette augmentation crée des cercles vicieux d'augmentation supplémentaire. Donc, c'est le chiffre que le monde entier essaie de ne pas atteindre et à Copenhague, il y aura une négociation, vous savez très bien, pour fixer de nouvelles cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour parler de ça, pour parler de cette cible, pour parler de comment on essaie de l'atteindre, j'ai 2 invités avec moi. D'abord, M. Nicolas Notaro, merci d'être avec nous. Merci. M. Notaro, vous êtes à la Commission européenne, vous êtes chef d'équipe des négociations internationales du climat. Alors, vous êtes quelqu'un de très, très occupé en ce moment. Vous avez étudié dans le domaine, vous aviez publié en 2002 « Commerce et environnement ».
à Cameron May Éditions. Et notre collègue Constancia Kutuki, je le dis parce que la dernière fois j'ai dit ni. Alors pour ceux qui suivent cette émission, alors vous êtes professeur à la faculté de droit, vous êtes conseillère principale pour les ressources naturelles au Centre de droit international et de développement durable. Vous avez organisé l'école d'été sur le droit du changement climatique et M. Notaro était un des invités vedettes. Et votre dernier article paru, Arctic Climate Change Law, Strengthening Cooperation, Compliance and Coherence, donc le changement le changement climatique et le droit concernant les changements que ça provoque dans les milieux arctiques. Bon, alors, M. Notaro, vous nous dites, on a 50% de chance de rester en dessous de cette augmentation de 2 degrés si on réduit les émissions globales de 50% avant l'année 2050. C'est-à-dire que si on réduit de 50% d'ici 2050, on a une chance sur 2 de réussir et une chance sur 2 de ne pas réussir. C'est cela. En fait, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un groupe d'experts des Nations Unies, le GIEC, un groupe international qui regroupe des scientifiques qui viennent un peu de partout, aussi d'organisations internationales, qui publie régulièrement ses rapports. Et dans son dernier rapport de 2007, nous indique clairement qu'il y a en effet une chance sur 2 si on décide de finalement réduire de la moitié nos émissions, les émissions globales sur la planète avant la moitié de ce siècle, de rester en dessous de ce seuil qui est particulièrement dangereuse. Donc, tout l'effort international qui est réclamé et qui est nécessaire, c'est pour arriver à avoir une chance sur 2 que ça marche. C'est à la fois titanesque comme effort, mais avec une garantie de résultat qui est celui d'une probabilité 50-50. Oui, en effet, l'objectif de 2 degrés n'est pas encore un objectif politique globalement accepté. Si vous prenez l'Union européenne, c'est un objectif, en effet, qui guide la politique européenne, mais nos partenaires internationaux sont encore en train de discuter sur, en effet, la possibilité d'accepter cet objectif. Et d'autre part, vous avez ceux qui sont directement affectés par les conséquences du changement climatique, particulièrement dans les petites îles du Pacifique qui vont disparaître, qui risquent de disparaître, qui nous disent qu'il faut aller au-delà de ça, donc il faut limiter le réchauffement à 1,5 degré et pas 2 degrés. Donc en effet, le débat dans les négociations est vraiment dans sa phase centrale. Mais c'est clair que même si les négociations seront un succès à Copenhague, il faudra de toute façon prévoir des mesures d'adaptation. Il y a des conséquences des changements climatiques qui sont déjà là, sont inévitables et ils vont augmenter dans le futur. Constancia, donc en Amérique du Nord, cet objectif d'essayer d'être sous les 2% n'est ni dans la législation canadienne. De toute façon, on attend la publication d'un plan ou d'une position gouvernementale d'ici Copenhague, ni dans les projets américains en ce moment. Non, pas en ce moment, mais comme on savait, Obama vient de déposer un projet de loi sur le changement climatique. Puis on espère qu'à travers tout ce débat-là, on va voir plus en plus les gens qui sont sensibles à qu'est-ce que ça veut dire 2 degrés. Parce que évidemment, 2 degrés, quand tu penses à ta vie quotidienne, ça ne veut pas dire grand-chose. Entre 20 degrés puis 22 degrés, probablement, tu ne verras pas la différence. Mais au niveau global, ça peut être catastrophique. Par exemple? Mais comme M. Notaro a dit, les îles qui peuvent disparaître, mais plus proche chez nous, ce serait en Arctique qu'on va voir des conséquences catastrophiques à cause de qu'est-ce que ça veut dire pour le fondement de glace dans l'Arctique canadienne. Le pergélisol qui fond et qui, ce faisant, dégage, par exemple, du méthane, qui est un des constituants de l'effet de serre, des gaz à effet de serre. Bien, c'est exactement ça. C'est aussi le fondement des glaciaires qui fait en sorte que ça va faire monter le niveau d'eau dans les océans pas mal plus vite qu'on pense, selon plusieurs modèles scientifiques. Et je pense que c'est ça le problème avec tout ça. Il y a trop de modèles scientifiques, puis à un moment donné, les gens disent, mais ça dépend quel modèle on regarde. Si on prend 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, puis il y a des modèles qui démontrent qu'on a déjà atteint le maximum. Il faut vraiment garder
où on est maintenant. Mhm. Que même si on monte un demi-degré, il y a des places comme certaines îles qui vont avoir des effets assez sévères. Alors, donc, parlons un peu, effectivement, des instruments qu'on essaie d'inventer pour, du moins, retarder l'échéance ou faire en sorte de limiter les gaz à effet de serre, parce que les gaz qui sont déjà là vont avoir un impact pendant un certain nombre d'années. On ne peut pas les retirer du système. Et un des grands débats, bon, à Kyoto, on avait fait une grande différence entre les pays développés qui s'étaient donné des contraintes et des objectifs chiffrés, et les pays non développés ou en voie de développement qu'on avait incité, mais à qui on n'avait pas donné de contraintes. Et se pose un des problèmes, qui sera discuté aussi, c'est de la responsabilité historique. Alors, dites-nous un peu quels sont les paramètres de ce débat, la responsabilité historique du changement climatique. Oui, en fait, Kyoto est vraiment l'expression d'un principe du droit international qui est la responsabilité commune pour toute l'humanité, la responsabilité de protéger le climat, mais différenciée parce que les pays industrialisés ont une responsabilité historique. Ils sont à la cause des changements climatiques dont on est témoin aujourd'hui. Par contre, les pays en voie de développement, évidemment, commencent à s'industrialiser et donc ils ne sont pas à l'origine des gaz à effet de serre qui se sont cumulés dans l'atmosphère. Donc, c'est pour répondre à ce fait que le protocole de Kyoto a fait une différence et donc a imposé des objectifs contraignants seulement pour les pays industrialisés. Maintenant, la situation a quand même changé. Si vous prenez aujourd'hui les émissions des pays en voie de développement, elles ont dépassé quantitativement les émissions des pays développés. Quantitativement, je veux dire, au brut, la totalité des émissions des Oui. pays en développement est plus importante Aujourd'hui, oui. que les pays développés, y compris les États-Unis, qui sont les plus gros. Absolument. En fait, aujourd'hui, les dernières études nous montrent qu'on est plus ou moins autour de 55% pour les pays en voie de développement et 45% pour les pays développés. Et la Chine, si on peut encore la considérer quand même un pays en voie de développement, certainement pour une partie du pays, c'est vrai, la Chine est devenue le premier pollueur en dépassant même les États-Unis, en particulier pour l'émission de CO2, qui est le gaz à effet de serre le plus puissant. Le premier pollueur en tant que pays, mais pas par personne. En tant que pays, oui, Par c'est personne, c'est toujours les Américains et les Canadiens qui sont parmi les plus pollueurs, n'est-ce pas? En effet. Un Américain, un Canadien, en général, émettent 2 fois les émissions d'un Européen, et un Européen, 1 fois et demi les émissions d'un Chinois, et un Chinois, 2 fois et demi les émissions d'un Indien. D'accord. Donc, on passe de 2 pour un Indien à 20 pour un Américain. Donc, il y a quand même une différence par tête qui est très importante. Mais donc, ce que je voulais dire, qu'aujourd'hui, même si on arrêtait demain toutes les émissions des pays industrialisés, cela ne suffirait pas pour limiter les effets néfastes des changements climatiques. Donc, il faut des actions aussi au niveau des pays en voie de développement, mais on ne peut pas s'attendre qu'il s'agisse d'actions du même type que les pays développés. Il faudra soutenir ces pays financièrement et il faudra que leur diminution des émissions soit plus graduelle. Par contre, dans les pays développés, elle va devoir être plus drastique. Alors, une fois qu'on a établi ce principe général, enfin, une fois qu'on sait que ça doit se faire, c'est la logique même, le bon sens, mais quel principe de droit doit-on appliquer? On a entendu toutes sortes de propositions. On a dit, bon, ben, chaque individu sur la Terre devrait avoir le droit à autant de gaz à effet de serre, ou bien, ben non, parce que si on dit ça, donc les Nord-Américains ont déjà épuisé leur quota et même plus. Comment est-ce que, en tant que négociateur, en tant que juriste, on peut dire, ben, voici une formule équitable pour prendre en compte cette responsabilité historique face aux objectifs? Oui, en effet, un des sujets qui est le plus débattu dans les négociations est la comparabilité des efforts. Donc, qui doit faire quoi parmi les pays développés et aussi les pays en voie de développement. Sans doute, le principe guide est le principe auquel j'ai fait référence tout à l'heure de la responsabilité commune mais différenciée. Donc, toute la question importante est la différenciation. Comment on différencie? Comment on la calcule? Voilà. Et les Européens ont proposé des critères pour la différenciation. Et par exemple, entre les pays développés, on pourrait regarder le niveau des émissions actuelles
individuel, on peut regarder à la capacité financière, donc le produit, le PIB, le produit interne brut, pour voir quelles sont les possibilités de faire des efforts. Il faut regarder aussi les efforts faits dans le passé pour réduire les émissions, mais aussi l'augmentation de la population. Et là, pour un pays comme les États-Unis, aussi le Canada, dans lequel la population augmente par rapport à l'Europe où la population est stable, et il faut prendre ça en compte quand on calcule les efforts à faire dans le futur. Je ne crois pas que le principe d'une égalité absolue d'émissions par tête soit vraiment équitable, quoique à l'apparence il pourrait le sembler, mais cela reviendrait à en effet reconnaître un droit pour chaque individu à polluer. Et en fait, je crois que c'est la mauvaise approche. Il faudrait plutôt regarder aux conditions spécifiques, là où les individus se trouvent, là où les pays se trouvent. Il est clair qu'il faut plus d'énergie pour vivre au Canada, dans le nord du Canada, que par exemple dans un pays tropical où la température est plutôt stable et donc on ne doit pas vraiment se réchauffer en hiver et on n'a pas besoin d'air conditionné en été. Donc il ne faut pas non plus imaginer une application mécanique du principe d'une égalité par tête. Il faut plutôt imaginer une convergence des émissions graduelle vers le futur. Il est clair que si les Européens peuvent vivre avec un niveau d'émission de 8 ou 9, on ne s'explique pas pourquoi les Américains ne pourraient pas vivre avec le même niveau d'émission. La vie est quand même assez confortable en Europe. 8 ou 9 8 ou 9 quoi? Oui, en fait, c'est les tonnes d'émissions par tête. Okay. Donc on peut calculer donc un niveau d'émission par tête qui serait de développement durable. Et puis on pourrait dire, toute la planète devrait converger vers ce niveau d'émission, mais selon l'apport historique, selon l'augmentation de population, selon les efforts qui ont déjà été faits. Mais alors, est-ce que c'est ça le principe vers lequel on se dirige? Pour l'instant, c'est encore très difficile dans les négociations. Parmi les pays développés, ces paramètres sont en effet discutés pour essayer d'identifier des objectifs contraignants. Mais si on regarde les offres qui ont été mises sur la table jusqu'à présent en termes de chiffres pour la réduction des gaz à effet de serre, on n'en est pas encore là. On a des offres qui ne sont pas assez ambitieuses. Et pour ce qui concerne les pays en voie de développement, en particulier les économies émergentes, donc les grands pays comme l'Inde, la Chine, il y a encore beaucoup d'insistance sur la rhétorique d'une égalité parfaite, particulièrement chez les Indiens, d'émissions par tête. Et donc, on parle aussi de la dette historique des pays développés par rapport aux pays en voie de développement. Il y a évidemment un élément d'équité qu'il faut prendre en compte là, mais si on ne dépassera pas cette rhétorique, en effet, on n'arrivera pas à un accord à Copenhague. Mais est-ce que les Indiens disent qu'eux ont droit d'avoir autant d'émissions par personne que les États-Unis aujourd'hui, ou comment est-ce qu'ils voient leur position? Mais ça serait idéal pour eux, parce qu'évidemment, ils veulent s'industrialiser autant que nous autres, on est industrialisés. Mais où ça devient vraiment difficile, cette question-là, est que la majorité, je dirais pas mal tous les pays en voie de développement, ne veulent pas que la Chine compte parmi eux. Parce que selon eux, c'est un pays développé. Donc, toutes ces émissions-là devraient faire partie de le quota de les pays développés. Puis, la Chine va répondre puis dire, mais de toute façon, nos émissions proviennent des usines qui produisent des produits qui sont vendus puis consommés dans les pays développés. C'est ça, c'est les usines qui font les jouets et les produits pour Walmart qui polluent sur la côte chinoise, donc ça devrait être... Donc, c'est même pas leur émission à eux, c'est vraiment nous, les consommateurs, the end user, qui est vraiment responsable pour ces émissions-là. Donc, vraiment, il y a toutes sortes de débats qui se passent en même temps, puis selon chaque personne, ils ont raison. Et c'est pour ça que c'est difficile à trouver un juste milieu à travers toutes ces différentes perspectives. Est-ce qu'il y a un changement important depuis Kyoto, c'est la volonté des grands pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil qui disent maintenant, oui, nous sommes d'accord pour avoir des objectifs de réduction d'émissions,
Mais là, on discute de l'intensité de ces objectifs comparativement à l'intensité des objectifs qu'ils veulent imposer aux pays qui, historiquement, ont pollué davantage. Disons qu'il y a eu un mouvement dans ce sens-là, en particulier avec l'accord qui a été atteint à la conférence de Bali en 2007, où le mandat des négociations qui ont lieu maintenant a été agréé. Et dans le cadre de cet accord à Bali, finalement, pour la première fois, on a eu une reconnaissance du fait qu'il est nécessaire de prendre des actions pour atténuer les émissions aussi dans les pays en voie de développement, mais évidemment, c'est conditionné aussi à un soutien technologique et financier de la part des pays développés. C'est ça. Donc, l'échange, c'est bon, d'accord, on va réduire nos émissions, mais le Nord doit payer pour d'une façon ou d'une autre. Est-ce que le Nord est d'accord avec ce principe? En effet, le Nord est d'accord sur le principe qu'il y a la nécessité d'un soutien financier, mais il n'est pas d'accord sur le fait qu'il faille tout financer, parce que il y a au moins trois sources potentielles pour payer pour les mesures d'atténuation. Déjà, certains pays peuvent payer eux-mêmes pour un certain nombre de mesures, parce que ces mesures, si vous pensez surtout à l'efficacité énergétique, elles payent par elles-mêmes, parce qu'en épargnant de l'énergie sur 2-3 ans, on pourra en effet amortir un investissement initial. Puis il y a des mesures qui vont être financées essentiellement par l'investissement du secteur privé. Il y a un rapport des Nations Unies qui nous dit qu'à peu près 85% des coûts de ces mesures vont être financés par le secteur privé, que ce soit par en effet des investisseurs qui s'installent dans les pays en voie de développement ou via le marché du carbone. Qui le font, donc des investisseurs qui y vont de toute façon et qui importent une technologie plus propre au moment de l'installation. C'est ça. Ou via le marché de carbone qui a été en effet lancé grâce au protocole de Kyoto. Et puis finalement, la troisième source, c'est évidemment le soutien qui vient des pays développés, donc des budgets des pays développés. Mais ceci va constituer une partie seulement du total. Tout à fait. Tina? Mais c'est intéressant qu'on parle des marchés de charbon, parce que ça, c'est quelque chose qui commence à marcher très, très bien en Europe. Puis, ça fait partie aussi de le projet de loi qu'Obama a déposé. C'est ça, on va dire juste 2 mots pour résumer. Un marché du carbone, c'est lorsqu'on donne un plafond d'émissions de gaz carbonique aux industries. Parfois, on les vend aux enchères. D'abord, ils achètent ces quotas-là. Et s'ils réussissent à polluer moins que leur droit de pollution, à ce moment-là, ils peuvent revendre ce droit de pollution à quelqu'un qui pollue davantage et il se crée donc un marché et petit à petit, on réduit, c'est-à-dire l'État peut racheter lui-même sur ce marché des droits de polluer pour les retirer du marché pour faire baisser la pollution. Est-ce que je comprends correctement? Absolument, oui. Absolument. Et la crainte aux États-Unis est que ça existe déjà des systèmes d'échange des émissions régionales. Il y a le nord-est des États-Unis, il y a une de l'ouest, où, qui est intéressant, il y a plusieurs provinces canadiennes qui font partie de ces groupes régionaux. Le Québec. Absolument. Et qu'est-ce que c'est intéressant? Et ces groupes-là se disent que si le projet de loi réussisse, bien, il y a un marché national, un échange national, ce ne serait pas aussi efficace que les marchés régionaux. Pourquoi? Mais selon eux, ils pensent que le système qu'ils ont, l'aspect régional de l'affaire fait en sorte qu'ils sont capables, il y a une raison pourquoi tu aurais fait un effort. Mais si l'argent que tu gagnes en diminuant tes émissions va aider quelqu'un à l'autre bord de le pays, tu ne vois pas pourquoi tu devrais embarquer dans ça. Donc, moi, j'ai vu dans les journaux aux États-Unis, ils vont mettre une photo de chèque que, disons, Delaware a reçu à cause que les émissions ont baissé. Puis là, en dessous, ils vont dire comment ils vont utiliser cet argent-là. Soit pour un hôpital ou pour une garderie. Mais ça
ça donne la motivation aux gens de dire « Oh, ça c'est une bonne affaire, il faut le supporter ». D'accord. Donc, politiquement, donc le soutien politique est plus facile lorsque les retombées sont immédiates et locales. Alors, il faut penser globalement, mais agir localement. On pourrait continuer très longtemps, mais malheureusement, le temps est écoulé. Donc, on va tous suivre ça à Copenhague, des grands débats sur la cible, sur la différenciation et sur les moyens. Hein. Ça va être probablement une négociation difficile et longue. Mais pour terminer sur une note un peu plus légère, M. Notaro, vous savez, cette émission, on demande à nos invités de nous suggérer une plage musicale. À quoi avez-vous pensé et pourquoi? J'ai pensé à Singing in the Rain. Il y a plusieurs versions de cette chanson, Jim Kelly, Dean Martin, etc. Parce que, en effet, je pense que la conscience du public au sens large dans beaucoup de pays par rapport aux conséquences néfastes des changements climatiques est très limitée. Donc on est encore très content et on ne se rend pas vraiment compte de ce qui va nous arriver et ce qui va nous tomber sur la tête. Donc la pluie est commencée parce que les changements climatiques sont déjà là, mais on continue à chanter. Voilà, et ça pourrait devenir une tempête. Donc il faudra prendre conscience de ça. Nicolas Notaro, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé sur ces questions essentielles. Constantia Kutuki également, merci d'être avec nous. Merci. Et nous écoutons, grâce à vous, Singing in the Rain, interprété par Gene Kelly. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. On parle souvent à cette émission des questions écologiques, des questions d'énergie, des questions de changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut lire pour essayer de comprendre la situation sans devoir se taper la totalité des études scientifiques qui sont produites chaque année? Nous avons posé la question à notre invité d'aujourd'hui, Pierre-Olivier Pinault. Merci d'être là. Bonjour. Pierre-Olivier Pinault, vous êtes donc professeur au HEC, au service d'enseignement des méthodes quantitatives de gestion. Oui. Parmi vos derniers articles parus, on trouve un texte sur une redéfinition, vous appelez à repenser le prix de l'électricité au Canada, donc Rethinking Electricity Pricing, Richer, Greener and Fairer, c'est-à-dire pour être plus riche, plus équitable et plus vert. Alors, tout un programme, c'est un texte à paraître. Et vous avez lu pour nous 2 ouvrages. Alors, d'abord de Normand Mousseau, L'indépendance énergétique, un projet exaltant où il propose que le Québec devienne un lieu qui se départirait du pétrole. Et cet autre ouvrage international, Vers la sortie de route, qui est un ouvrage de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie et de Global Change, qui, comme son nom l'indique, est une ONG basée en France. Alors, parlons donc, pourquoi ces 2 ouvrages parmi les centaines qui existent sur le sujet? Ces 2 ouvrages m'ont vraiment frappé parce qu'ils présentent un aperçu, un panorama de la situation extrêmement clair, extrêmement détaillé, avec, et à mon avis c'est là leur grande force, des explications des technologies actuelles et qui sont envisageables pour les prochaines années, en expliquant très bien que les solutions technologiques ne sont pas véritablement la solution à nos problèmes. Parce que souvent on a tendance à penser que pour les changements climatiques, des nouvelles technologies vont venir résoudre nos problèmes. Donc on entend souvent les gouvernements dire il faut investir dans des technologies, il faut que l'état de la recherche actuelle ne nous permet pas de lutter efficacement contre les changements climatiques. Mais ces 2 ouvrages-là, ils nous disent on a des technologies actuellement et elles pourraient nous permettre de faire des grands gains. Les technologies de rechange, des solutions sont encore problématiques, mais surtout, il ne faut pas les attendre pour agir aujourd'hui. Donc, on a à la fois l'heure juste sur les technologies, sur la situation et sur le chemin à parcourir pour nous amener vers une économie qui émet moins de gaz à effet de serre. Très bien. Alors, si on se pose la question des technologies, donc vous dites qu'ils donnent l'heure juste, on sait maintenant que l'énergie tirée du maïs, donc l'éthanol, donc les biocarburants, ne sont pas une solution, du moins dans leur forme actuelle. Certains nous parlent aux États-Unis du clean coal, du charbon propre, qui est aussi contesté quant à sa viabilité. Et on dit qu'il faut vraiment se tourner vers la géothermie. Est-ce que c'est aussi le diagnostic qui est posé ici?
Alors, dans le second ouvrage sur les transports, on ne parle pas de géothermie parce que, évidemment, la géothermie peut difficilement être une source d'énergie pour le transport, quoique on pourrait produire de l'électricité et ainsi amener du carburant pour les voitures. Donc ça, c'est un élément sur lequel on pourra revenir, c'est les véhicules électriques et quel genre d'évaluation ils en font. Pour le résidentiel, il y a une très grande quantité de chauffage et de climatisation qui peut être amenée par la géothermie. Donc effectivement, c'est un potentiel à exploiter qui commence à être exploité, mais qui malheureusement n'est pas encore connu et surtout qui n'est pas encore compétitif avec la structure de prix qu'on connaît pour l'énergie en Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce que ça signifirait pour un propriétaire de maison à Montréal qui voudrait, lui, faire de la géothermie? Ouais, je ne suis pas un expert en installation de systèmes géothermiques, mais ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup selon d'abord le type de sol dans lequel on doit creuser. Ça varie selon le type de maison qu'on doit chauffer, mais il faut compter, d'après les informations que j'ai entendues, entre 15, 20, 30 000 $ pour l'installer, et ça peut couvrir jusqu'à 70% des besoins de chauffage de l'immeuble. Et c'est une captation individuelle, ou c'est par quartier, ou c'est par bloc de... Alors, tout peut exister. On peut le faire de façon individuelle. Il y a des gens qui le font de manière individuelle. C'est évident que si on creuse un puits géothermique pour un quartier, on a des économies d'échelle et ça devient plus intéressant dans ce cas-là de chauffer un bloc. Alors, il y a les scénarios pour sortir de la crise écologique actuelle, enfin de la crise du changement climatique, et évidemment, on tient pour acquis ici que l'âge du pétrole, on n'est pas dans les belles années, on commence à être dans les mauvaises années du pétrole, donc le prix du pétrole va augmenter. Alors, qu'est-ce qui vous a apparu le plus intéressant dans les propositions de sortie de crise? Mais dans le cas de M. Mousseau, dans son livre, il fait un peu le bilan. Il dit donc le pétrole a apporté énormément à l'humanité et va continuer d'apporter à l'humanité, malgré le fait qu'il y ait des émissions de gaz à effet de serre. Il présente en gros deux arguments pour sortir du pétrole. Le premier, c'est un argument économique, c'est que le Québec, comme il ne produit pas de pétrole, achète de l'extérieur et donc il y a des flux financiers énormes qu'il évalue à 10 milliards de dollars par année hors du Québec. Et il dit pourquoi cet argent-là ne resterait pas au Québec. Et surtout quand on sait que le pétrole va coûter de plus en plus cher et qu'éventuellement un jour on n'aura plus de pétrole. Donc, il se dit il faut sortir de ça et les solutions qu'il propose, donc c'est des solutions qui se rapprochent beaucoup de ce que le deuxième ouvrage discute, qui est revoir la manière dont les transports sont organisés, parce qu'il faut se rendre compte que le transport, à l'échelle canadienne et mondiale, représente, quand on inclut toutes les émissions sur le cycle de vie de la production des carburants, 40% de la consommation d'énergie mondiale. 40% pour se déplacer en voiture, en autobus, en avion. Voilà. Mais quand on parle du 40%, il y en a l'immense majorité, c'est pour le transport routier. Même si par individu, par kilomètre parcouru pour un individu, il y a beaucoup plus d'émissions dans les avions, dans le transport aérien, il reste que c'est le transport routier qui est la part du lion du problème. Et là, est-ce qu'il y a une autre solution que d'abandonner la voiture? Donc c'est là où le cahier de l'Institut de l'IEPF sur la sortie de route, ils analysent les solutions pour les voitures. Donc les solutions de rechange à l'automobile. Et donc, si on regarde, on veut conserver le véhicule individuel, mais il faut se tourner vers différentes technologies avec le moteur à combustion qu'on connaît actuellement. Donc, soit des véhicules hybrides, qui conserve donc une consommation d'hydrocarbures. L'allègement du poids des voitures est aussi un grand facteur d'amélioration. Donc il y a un article qui évalue à ce moment-là tous les gains d'efficacité qu'on peut faire avec une voiture relativement conventionnelle, mais avec une technologie hybride. Après, ils évaluent ce que l'électricité, une voiture électrique pourrait faire. Mais dans les deux cas, on s'aperçoit que oui, il y a des gains majeurs à réaliser, sauf qu'à l'échelle planétaire, ça ne suffira pas pour véritablement sortir. Et parce que même si on fait beaucoup de gains, les Chinois et les Indiens augmentent, eux, leur parc automobile, même si les voitures sont plus efficientes au point écologique, c'est toujours des additions. Exactement. Donc, il faut, et c'est là où le problème devient compliqué, il faut revoir la manière dont on pense la mobilité dans nos sociétés. Il faut justement essayer de combattre cette idée qu'on peut tout avoir de manière instantanée et se déplacer à souhait comme on l'a. Il n'y a pas du tout
Jugement de valeur. De jugement de valeur, mais non, mais d'immobilisme. On ne veut pas retourner à une société sédentaire où plus personne ne bouge. Mais l'idée, c'est de bien comprendre les mécanismes qui font en sorte que les individus veulent se déplacer. Il y a un concept intéressant qui est développé, qui est celui du budget temps-déplacement, qui peut être résumé ainsi, qui dit une personne va avoir, par exemple, un certain budget de temps de déplacement de 1 heure. Si on lui donne un moyen de transport rapide, ben, il va simplement aller plus loin parce qu'il est prêt à assumer 1 heure de déplacement. Donc, si on comprend ça, on peut s'apercevoir que pour faire des villes compactes, ben, on va toujours devoir lutter contre ce concept-là qui fait que les gens vont vouloir toujours utiliser leur heure de déplacement. Donc, il faut, à un moment donné, il va falloir légiférer pour ne pas permettre à tout le monde de faire notre étalement urbain tel qu'on le connaît et offrir des modes de transport plus acceptables à l'intérieur des villes, ce qui, outre les gains énergétiques, aurait des gains en termes de productivité individuelle puisque les gens pourraient passer plus de temps soit en famille, donc avoir des gains de productivité qu'on pourrait dire familiaux ou des gains de productivité au travail parce qu'ils travaillent plus. Mais c'est toujours le problème. On dit, bon, ben, dans des grandes agglomérations, on peut toujours réfléchir à ça, mais dans les régions, le Québec est un lieu de région où les gens doivent se déplacer, où il n'y a pas la masse critique pour avoir des autobus, etc. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc voilà ce qui se passe avec ça. Il faut aussi comprendre le problème. Le problème de l'étalement urbain, même dans région, est exacerbé par le fait que les gens ont accès à des routes et des voitures. Donc beaucoup de gens en région se disent « Pourquoi je vais habiter par exemple à Rimouski dans la ville, et alors que je peux habiter à 10 km et tous les jours faire ces 10, 20, 30 km en voiture parce que ça ne me coûte pas cher et parce qu'il y a des routes. Alors que ces gens-là ne sont pas des agriculteurs, ils sont des professionnels qui simplement se donnent la qualité de vie. Je comprends, mais les agriculteurs, eux? Donc il y a des agriculteurs, et là ce qu'il faut voir, c'est que on ne parle pas ici de rendre l'accès aux véhicules, à interdire l'accès aux véhicules. On se dit, mais il y a certaines catégories professionnelles qui peuvent bénéficier éventuellement de programmes spéciaux, de conditions particulières. Les agriculteurs en bénéficient déjà de plusieurs programmes spéciaux. Et on peut revoir les déplacements. Mais là où je voudrais revenir, c'est sur l'efficacité des véhicules individuels actuels. On pourrait faire, dans les conditions technologiques actuelles, des gains de 20, 30, 40%. Si on regarde le parc automobile moyen nord-américain comparé au parc automobile européen, on a déjà 30% de gains potentiel qui est à faire, simplement parce que les Européens ont un parc automobile plus efficace. Donc ces 30%-là, ils permettraient déjà de faire des économies incroyables sans interdire à qui que ce soit d'aller à aucun endroit. Pierre-Olivier, le temps file, on pourrait continuer longtemps, on va vous réinviter. À cette émission, on demande à l'invité de nous suggérer une plage musicale. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors, j'ai choisi la plage Vélivoliste de Yann Fournier, qui est un chanteur et interprète et dans ce cas-là compositeur, parce que c'est une pièce instrumentale. Et Vélivoliste, c'est la personne qui fait du vol plané dans les airs. Donc, c'est un peu le mode de transport auquel on rêve tous, parce qu'on a la liberté de voler, mais sans moteur, et c'est uniquement en utilisant les courants d'air chaud et d'air froid pour planer sur le ciel. Alors, j'ai pensé que comme le transport était au cœur à la fois de nos aspirations humaines et de nos problèmes, c'était à la fois ça symbolisait ce thème musical Vélivoliste, cette idée qu'on pouvait voler mais sans avoir un impact sur l'environnement dommageable. Pierre-Olivier Pinault, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous écoutons grâce à vous Vélivoliste de l'interprète Yann Fournier. Voilà, c'est tout pour notre émission cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Comme vous le savez, cette émission est diffusée sur Radio Ville-Marie et ses stations de radio régionales, également sur le canal Savoir, plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter ou la télécharger en balado-diffusion sur le site du Cerium, à www.cerium.ca. Et là, vous retrouverez aussi toutes les émissions précédentes, ainsi que les annonces pour les conférences publiques du Cerium auxquelles vous êtes invités. Ces conférences sont ouvertes au public et sont gratuites, bien sûr.
Alors, je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev et Israël Bénédicte, et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.